Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au grand soir du lundi 13 juillet 2020. On part tout de suite avec les titres de ce numéro. En Côte d'Ivoire, c'est désormais officiel et c'est la démission du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Au Burkina Faso, c'est le président Roch Kaboré qui est candidat à sa propre succession pour la course présidentielle. Au Mali, c'est l'imam Dicko, chef de file des manifestations, qui appelle au calme. Nous vous le disions en titre, en Côte d'Ivoire, c'est la démission officielle du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Après sa remise de démission le 27 février 2020, le président de la République a procédé à la signature d'un décret le 8 juillet 2020, mettant fin aux fonctions du vice-président Daniel Kablan-Duncan, un communiqué qui a été lu par le secrétaire général de la présidence, M. Patrick Kachi, ce lundi 13 juillet 2020. Rappelons qu'il avait été nommé à ce poste par le président ivoirien Alassane Ouattara en janvier 2017, en accord avec l'article 179 qui donne exceptionnellement pouvoir au président de la République de nommer un vice-président. La suite des informations sera connue dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est la culture ivoirienne qui est en deuil. Et ce week-end dernier, c'est une forte tristesse qui accable le milieu du showbiz ivoirien par la mort de deux jeunes réalisateurs confirmés dans le milieu. Il s'agit très bien du sœur Ricky et de Barros Pictures. Au lendemain dimanche, c'est un autre animateur radio qui s'ajoute à la liste. Il s'agit de Marcel Adjoussou des antennes radio ATM de la mairie du Port-Boué qui dépose son micro. Face au décès tragique qui secoue en ce moment la culture ivoirienne, c'est toute la direction de NTV qui présente ses sincères condoléances aux familles de défunts, à la famille culturelle ivoirienne et à toute la jeunesse qui perd encore une forte jeunesse talentueuse. À présent, au Burkina Faso, c'est le président Roch Kaboré qui se lance dans la course pour un autre mandat présidentiel. Et c'est à l'issue d'un congrès extraordinaire qui est désigné comme le candidat de son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès et ses alliés. Pour les congressistes, le choix du président Roch Kaboré est le résultat de la bonne tenue des engagements pris lors des campagnes électorales de 2015. Ainsi, les niveaux de réalisation satisfaisants du secteur de l'eau, l'énergie, de la santé, de l'éducation, l'agriculture et des infrastructures routières lui ont valu cette confiance d'investiture à la tête du parti, a détaillé le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Notons que le président Roch Kaboré, qui a brillé de son absence à cette cérémonie d'investiture, mais il a accepté de porter haut le flambeau, a-t-il dit dans son message lu par Séméon Sawadogo. Aussi faut-il dire que cette candidature du président a eu le soutien de 70 partis politiques de la même coalition. Crise politique au Mali, c'est l'imam Mahmoud Dicko qui appelle ses manifestants au calme après 2 jours de manifestation sur fond de mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'on note près de 11 morts au moins dans cette situation qui reste toujours tendue par endroits. Mais après 3 nuits calamiteuses, les violences ont baissé d'ardeur ce dimanche. Le bilan partiel de ces moments est qu'un tribunal a été pris en partie, saccagé. Ajoutons également le siège social du parti présidentiel de la commune 5 de la capitale malienne et au quartier de Badaladougou, épicentre des violences de samedi soir. Des centaines de personnes ont assisté aux obsèques de 4 des victimes de la ville. Quelques temps plus tard, après l'enterrement, le dressage des barricades ont repris, suivi des tirs de sommation. Et c'est Badaladougou qui traverse désormais ces émeutes au le quartier général du parti de l'opposition, Soumaïla Sissé, et le lieu résidentiel de Massana Diarkona. La présidente contestée de la Cour constitutionnelle et le chef de manifestants, l'imam Mahmoud Dicko. Parlons à présent insécurité dans la ville de Toulouse, où Christopher Aurier, le jeune frère de l'international footballeur ivoirien Serge Aurier, est mort ce lundi matin de bonne heure à Toulouse après avoir été abattu par un individu non identifié ayant pris la fuite. Le service régional de la police judiciaire est chargé des investigations. En effet, le coup de feu a été fatal et les secours n'ont rien pu faire pour sauver la victime, malgré la spontanéité des sapeurs-pompiers pour le conduire à l'hôpital. Le jeune Christopher, lui aussi footballeur comme son jeune frère, âgé de 26 ans, a succombé d'un coup de balle à l'abdomen. L'auteur du crime a pris la fuite et serait aux trousses de la police judiciaire de la région.
Notons aussi que le petit frère de Serge Aurier, évoluant également en division 5, était défavorablement connu par la justice française, selon les sources policières. Il avait été à un moment donné en garde à vue à Lille en 2017 pour avoir participé à l'agression d'une prostituée avec un autre complice. Ce sujet nous intéresse et nous en parlerons tout à l'heure avec notre correspondante sportive Ange Seri qui nous en dira plus. Nous sommes en contact direct avec notre correspondante sportive Ange Seri qui nous dira plus sur le décès de Christopher Aurier, le petit frère de l'international ivoirien Serge Aurier. Bonjour Ange. Oui, bonjour à vous. Allez, dites-nous, est-ce que nous pouvons savoir ce qui s'est réellement passé concernant le petit frère de l'international Serge Aurier qui est Christopher Aurier? Oui, Christopher Aurier est mort ce matin. On lui a tiré dessus lorsqu'il fréquentait un bar d'Aston. Il a été transporté à l'hôpital de Montguel et c'est là qu'il a finalement rendu l'âme. C'est une triste nouvelle qui intervient au lendemain du succès de son frère aîné Serge Aurier, dont le club de Tottenham a battu dimanche l'équipe de Arsenal sur le score de 2 à 1. D'accord, alors allez, dites-nous, est-ce que vous connaissez véritablement Christopher? Christopher Aurier, c'est quelqu'un qui a évolué avec son frère Serge Aurier à Lens, un club qui a formé les plus habitués du football ivoirien. Et après, il a décidé de faire travailler seul où il a évolué du côté de Toulouse, Rodéo, un club évolue en 5e division française. Et c'est quelqu'un aussi qui a eu des démêlés, a eu des conflits avec la justice, puisqu'en 2017, il a été poursuivi pour agression sur une prostituée. L'affaire a fait grand bruit en France. D'accord. Alors, concernant cette question de soupçon de Christopher Aurier, est-ce que on ne pourrait pas parler là d'un règlement des comptes? On peut le dire, puisque la famille Aurier, son frère Christopher Aurier, c'est quelqu'un qui imite un peu son jeune frère Serge Aurier. Et il faut dire que, par de règlement de compte, on peut le dire. Mais reste à savoir, ce sont les intervenants qui vont déterminer si oui ou non c'est un règlement de compte ou pas. D'accord. Merci Ange Seri pour vos informations. Nous vous remercions pour votre participation. Nous vous invitons à suivre cet élément de certaines personnes handicapées qui sont d'une très grande taille qui pour eux ne fait l'objet de désespoir parce que avec cet handicap, ils ont toujours l'espoir pour la vie. Suivons ensemble. L'histoire regorge d'histoires d'hommes et de femmes extrêmement grands. Mais ce n'est qu'au cours des 2 derniers siècles que nous avons eu des explications médicales sur ce phénomène. Le gigantisme hypophysaire, le syndrome de Marfan, la maladie eunuque, le syndrome de Sotos et l'acromégalie sont autant d'affections qui peuvent amener les personnes atteintes à se développer au-delà des normes humaines. Pourtant, les histoires des personnes touchées par le gigantisme sont aussi intéressantes que les causes de leur condition. Installez-vous bien. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 personnes les plus grandes du monde. Choi Hong-man est un géant sud-coréen que vous connaissez peut-être. C'est un kickboxer, un héros à succès des arts martiaux. La hauteur de Choi est de 2,19 m et son poids de 150 kg. Imaginez juste un combat contre un tel géant. Un de ses rivaux a déclaré « Il est dangereux ». Ses genoux étaient littéralement au niveau de ma tête. Il n'est même pas un homme. Il a été surnommé Techno-Goliath parce qu'il dansait sur de la techno après chacune de ses victoires. Mais ce n'est qu'un côté de Choi, car il est aussi chanteur. En 2010, il fonde un duo avec le supermannequin coréen Kang Soo-hee. Ils ont appelé le duo La Belle et la Bête. Malgré le fait que ce n'est pas le surnom le plus flatteur de Han-man Choi, il est assez approprié. Han-man est une célébrité en Corée du Sud. Il a collaboré au développement de nombreux produits au fil des ans et il a certainement tiré le maximum de profit de sa taille gigantesque. Robert Bobrovski a commencé à s'entraîner avec son père, ancien joueur de l'équipe nationale roumaine de basketball, à l'âge de 5 ans seulement. À 12 ans, sa taille avait déjà atteint celle de son père et il devint l'objet d'un certain nombre d'études médicales. En effet, au début, les médecins étaient certains que le jeune garçon souffrait d'une anomalie hormonale intense, mais plus tard, ils découvrirent qu'il s'agissait d'une maladie héréditaire, son père mesurant 2,16 m et sa mère 1,83 m. À l'âge de 14 ans, Robert intégra un club italien de basketball et déménagea en Italie pour s'entraîner au basket. Il fut remarqué par Bobby Bosman, le président de la Spire Academy, alors qu'il s'entraînait au centre de formation. Après quelques négociations, il se rendit en Ohio et devint membre d'une nouvelle équipe universitaire.
Aujourd'hui, Robert mène une vie d'étudiant simple et parle 5 langues. Il vit au campus universitaire et s'entraîne beaucoup pour réaliser son rêve principal, celui d'intégrer la NBA. Et comme vous pouvez le constater, ce jeune homme a toutes les chances d'y parvenir. L'homme le plus grand d'Iran, Morteza Mesrad Selakhjani, fait partie de l'équipe paralympique de volley-ball handisport. Avec une taille de 2,46 m, Morteza Mesrad est l'une des 3 plus grandes personnes dans le monde et aussi le plus grand participant de toute l'histoire des Jeux paralympiques. À l'âge de 15 ans, Selakhjani a subi une grave blessure en tombant de son vélo. Et depuis lors, il ne peut plus se déplacer normalement sans les béquilles. Personne ne sait ce qu'aurait été sa vie si l'entraîneur de l'équipe paralympique iranienne de volley-ball handisport n'avait pas vu Mesrad à la télévision dans une compétition de talent. C'est ainsi que débuta sa carrière sportive. Certes, les adversaires des autres équipes tentèrent de faire disqualifier le géant. Cependant, l'attaché de presse du Comité international paralympique confirma que les règles du jeu ne mentionnent rien du tout à propos de la taille des athlètes. Lors des Jeux paralympiques de 2016 à Rio de Janeiro, Selakhjani joua comme avant-gauche et lors du dernier match, il marqua 28 points, devenant celui ayant marqué le plus de points dans son équipe. En outre, depuis 2015, il joue également pour un club iranien. La première chose que les gens remarquent en voyant le Marocain Brahim Takioula n'est pas la taille de ses pieds, bien qu'il détienne le record des plus grands pieds du monde, mais bien sa taille de géant qui atteint 2,46 m. Il trouve des difficultés à se tenir droit dans son appartement et c'est à peine s'il peut tenir dans un taxi. De même, il ne peut pas passer inaperçu et trouve des difficultés à se déplacer librement. Par ailleurs, Brahim est obligé de porter des chaussures orthopédiques adaptées capables de supporter son poids. Tout a commencé à l'adolescence quand sa taille a atteint 1 mètre en l'espace d'1 an. Après quelques recherches, les médecins ont découvert qu'une maladie rare appelée acromégalie était derrière cette croissance. Aujourd'hui, Brahim Takioula vit à Paris et malgré les problèmes dus à sa taille énorme, il est tout à fait à l'aise et affirme que le sens de l'humour l'aide à gérer sa situation. Pouvez-vous devenir mondialement célèbre quand vous n'êtes qu'un simple berger ? Très bien, vous pouvez l'être si vous mesurez 2,36 m. Bao Xishun est né dans une grande famille et n'était pas différent de ses proches. Or, subitement, à l'âge de 16 ans, il commença à pousser à une grande vitesse et finit par atteindre 2 mètres à l'âge de 18 ans. Et bien sûr, avec de telles caractéristiques, il intégra une équipe de basketball. Cependant, ce sport ne s'avéra pas très bon car Bao souffrait à cette époque-là de rhumatisme. Son corps cessa de grandir lorsqu'il eut 23 ans et à l'âge de 40 ans, il travailla comme portier dans un restaurant. Et ce, jusqu'à l'année 2005 où il battit le record du plus grand homme du monde dans le livre Guinness des records. En outre, les médecins chinois sont certains que la taille de Bao Xishun n'est pas due à une maladie hypophysaire comme c'est le cas chez les autres géants célèbres, mais à d'autres facteurs externes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le Grand Soir à la réalisation Fatim Guiro, assisté de Abim Depor. Bonne suite de programme sur NTV, la chaîne des leaders.